ronde, 5e et dernière table ronde de ces Assises Terre 2016, donc c'est la première édition. Innover pour se différencier dans un monde concurrentiel et conquérir de nouveaux marchés. Comment développer des produits dits premium à forte valeur ajoutée pour sauver notre agriculture. Comment développer une chaîne d'alimentation, on en parle beaucoup actuellement. Ce sont quelques-unes des questions auxquelles vont répondre nos intervenants que j'appelle de ce pas. Christian Couillot, directeur général d'Even. Monsieur Couillot. David Garbous, directeur marketing stratégique du groupe Fleury-Michon. Allez-y, messieurs, prenez place. Éric de Séguin-Passis, directeur marketing et business développement chez Neovia, ex-Invivo NSA. François Valli, président de la section port de la FNSEA Bretagne, il est également éleveur. Monsieur Valli, bienvenue. Et enfin, j'espère que je prononce bien son nom, Kjartan Poulsen, il est membre du comité directeur de l'EMB au Danemark. L'EMB, c'est l'European Milk Board. Bienvenue, welcome. Thanks to be here. Et vous interrogez Patrice Moyon et Elisabeth. Vous avez une petite quarantaine de minutes. Et ensuite, on passera, si on a le temps, parce que derrière, il y a M. Barnier qui nous rejoint, qui viendra clôturer ses assises, et qui a un train et qui a des contraintes d'agenda auxquelles il ne peut se soustraire. Je vous laisse. Sachez que M. Poulsen va parler sans doute anglais, donc n'hésitez pas à mettre vos casques de traduction pour ceux qui ne maîtriseraient pas parfaitement la langue de Shakespeare. Voilà. Et merci, si vous n'avez pas de casque, les casques sont là-haut. Voilà. Merci. Et... Oui, 40 minutes, on va faire vite et on va essayer d'être assez concis. Alors, Even, Christian Couillot, premier groupe de coopératives breton. Je donne quelques chiffres déjà pour situer. 2,1 milliards de chiffre d'affaires, 1500 adhérents, 5400 salariés, mais surtout dans 110 pays. Question courte. Coopérative, vous devez accompagner vos adhérents dans ce moment de crise. Comment vous avez fait, sachant que la question c'est en amont, je pense que vous l'avez déjà préparé, comment vous avez fait pour que vos adhérents, alors peut-être comment ils ont vécu cette crise, mais aussi avant, sur la valeur ajoutée produit, comment vous avez mis en place votre politique. Bonjour à tous. Oui. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Déjà, surtout pas de low cost. Je pense que par rapport à notre territoire, vous l'avez dit, nous on a une responsabilité par rapport au territoire du Grand Ouest, et particulièrement par rapport au territoire breton, surtout quand on est en Pointe Finistère, on sait ce que ça veut dire. Donc surtout pas de low cost. Donc notre idée, en fait, c'est de se dire, si on veut prendre position sur des marchés ouverts, il faut être singulier. C'est-à-dire il faut être différent. Il faut, que les produits et les services que nous apportons soient difficilement remplaçables. Et pour ça, ce que nous essayons de faire depuis déjà de nombreuses années, et nous allons renforcer cela dans les années à venir, c'est qu'avec l'équipe, au comité de direction, en fait, on essaye de casser les cloisons de l'agroalimentaire, c'est-à-dire de sortir de l'agroalimentaire et de ramener des idées qui n'ont pas trait à l'agroalimentaire pour trouver des éléments de singularité, des idées nouvelles et des éléments de singularité. En fait, très concrètement, je pense que quand on fait le métier de l'agroalimentaire, il y a des choses qu'on doit respecter, qui sont des invariants, des intangibles. Si on ne le fait pas, on est sorti du métier. Et d'un autre côté, il y a des tendances transverses qui viennent nous télescoper et qu'on doit prendre en compte, nous, monde de l'agroalimentaire, mais d'autres aussi. Alors, rapidement, des tendances transverses. Premièrement, la sociologie. 9 milliards d'habitants demain. Bon, c'est une réalité, mais les 9 milliards d'habitants, ce n'est pas chez nous. Nous, on va plutôt être plus vieux. Les plus jeunes, c'est plutôt en Asie. Et l'Asie ne produira que peu de lait. Vous êtes déjà dans 110 pays. Donc, vous ouvrez... l'année dernière, on a créé un bureau en Chine. Cette année, un bureau au Vietnam. L'année prochaine, un bureau en Thaïlande. Ça veut dire que vos 1500 adhérents sont déjà aussi avec vous, sont déjà dans ces pays-là. Alors, notre métier, c'est de la prolongation de l'exploitation. Donc, quelque part, il nous faut confiance et à nous d'être à la hauteur. Okay. Voilà, c'est ça. Tendance sociologique. Ils seront plus jeunes, ils seront plus vieux. Et donc, quand on regarde ces pays-là, comme quand on regarde l'Europe, l'idée n'est pas nécessairement de faire de l'alimentation pour l'homme sain, en bonne santé, comme j'espère la majeure partie de la salle ici. Donc, la semaine dernière, par exemple, on vient de signer un contrat pour de la mini-bouteille sur de l'alimentation pour des enfants, mais pour des enfants prématurés. Et ceci à destination de l'Afrique du Sud. De la même façon, chaque année, nous déposons des brevets en matière de nutrition pour la personne âgée, pour la renutrition de la personne âgée. Voilà. Alors ça demande de changer l'entreprise. Depuis Plou Daniel, c'est ça ? Ah oui, on peut faire des choses bien. Vous savez que la meilleure... quand on présente l'entreprise,
tout à l'heure, ça a été dit dans la table ronde précédente, ça, ce sont les invariants du métier. Il faut savoir raconter le produit. Hein. Si on ne raconte pas une histoire, eh bien, on est difficilement remplaçable. Quelqu'un dont on connaît l'histoire, on le respecte. Eh bien, notre meilleure carte de visite, quand on est, je ne sais, en Chine, eh c'est une photo de la Béril-Dutte, parce que dès qu'on met une vache en avant, nous, on met tout de suite la mer derrière, parce que la Bretagne, c'est formidable, c'est la mer. Ça, c'est un territoire de rêve, c'est un territoire positif. Donc, on allie toujours la terre et la mer pour raconter notre entreprise. Alors, je reviens à ce que je voulais dire sur les tendances horizontales. La sociologie, j'ai donné 2 exemples. Demain, aujourd'hui, il y a 51% de la population mondiale qui vit en ville. Demain, ça sera en 2050, on dit qu'on arrive à 75. Qu'est-ce qui se passe ? Sur cette population mondiale, quel sera le rapport à la campagne, à la nature de cette population qui vit pour 75% en ville ? Pour cette population-là, la nature, c'est Koh-Lanta. C'est-à-dire que la nature, c'est l'aventure. Et donc le lien pour nous, ça va ça tweeter, sera paysan hashtag breton. Terre 2016, on peut reprendre là. Hein. Ouais, le lien pour nous, c'est paysan breton. C'est-à-dire que dans notre charte Passion du lait qu'on construit avec nos adhérents et avec ceux aussi, puisqu'on est en responsabilité sur la transformation du lait des adhérents de Terrena et de Triskalia, donc à nous, comment dirais-je, d'embarquer le Grand Ouest sur ce sujet-là. Nous mettons en effet dans des éléments de cahier des charges des clauses faunistiques et floristiques qui vont permettre de raconter notre produit, non pas de le survendre, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, mais bien simplement de dire ce que nous faisons. Aujourd'hui, chaque exploitation agricole chez nous, c'est 4 km de haies. Bon, est-ce que quelqu'un le sait ? Nos vaches pâturent 200 jours en moyenne par rapport à l'exploitation du nord de l'Europe, où elles ne sortent même pas. En montagne, c'est aussi parfois le cas. Donc voilà, on va raconter les choses parce qu'en effet, nous avons une population urbaine. Donc ça, c'est une tendance sociologique transversale. Deuxième tendance transversale que je vais souligner avant de parler de 3 invariants qui caractérisent le métier de l'agroalimentaire, pour nous, hommes de l'Ouest. Deuxième tendance transversale qui nous bouleverse tous, ce sont les big data et l'Internet. Les big data arrivent. Enfin, dernière table ronde. On n'a pas parlé depuis. Si on est encore en train de parler d'un côté la GMS, le retail, la RHF... Ouais, on est déjà à côté de la plaque. Ah, c'est fini ça, les gars. Ouais, mais c'est vrai. Quand on voit, vous regardez Monoprix qui passe un accord avec Starbucks, bon, ça veut dire que les cloisons sont en train de se casser. Quand on regarde en Chine, comment Nestlé, Unilever, et nous aussi, avec notre gamme Paysan Breton, on se développe avec Alibaba ou Tmall, que 63% des Thaïlandais, par exemple, puisque je parlais d'un bureau en Thaïlande, sont en train d'acheter sur un Internet, c'est-à-dire que les cloisons se cassent. Alors là, ce qu'on fait, et c'est vraiment un élément, comment dirais-je, c'est comme témoignage, hein, j'apporte ici mon témoignage, c'est vraiment un ADN du groupe, c'est qu'on va chercher ailleurs. Parce que c'est déjà arrivé, ça, dans d'autres filières que les nôtres, agroalimentaires. C'est déjà le cas dans la distribution d'électronique grand public. À peu près 20%, vous regardez le métro qui est en train de se séparer en deux, là, 20% de l'électronique grand public est vendue sur Internet. Dans l'habillement, c'est à peu près aussi 17% en France déjà de l'habillement qui est vendu sur Internet. Donc on échange des cadres aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, j'ai un groupe de cadres qui est parti dans l'habillement, regardez ce qui se passait, et réciproquement. Hein, voilà. Des entreprises... Fondamentalement, un de nos problèmes à nous, de l'agroalimentaire, c'est qu'on croit qu'on est vraiment différent des autres. Mais non. La logique de projet, je donne un autre exemple, la logique de projet, qui est maintenant, tout le monde travaille en mode projet. Elle est arrivée dans le groupe au début des années 90 parce qu'on a ramené ça de la Jeannet. J'avais vu ça chez Citroën à la Jeannet. Je me dis, ça c'est super, il faut que je ramène ça dans le groupe. Voilà. Donc on est vraiment différents. Il faut qu'on aille chercher des idées ailleurs pour les ramener dans l'agroalimentaire. Et tout de suite, vous n'attendez pas parce que là, la course est partie. Parce que c'est parti. D'un autre côté, il y a donc ça c'est le transverse. D'un autre côté, il y a des invariants qu'il faut surtout respecter, sinon on est sorti du métier. Et c'est à l'intersection entre ces tendances horizontales qui nous télescopent tous, quel que soit notre métier, et les invariants du métier, qu'il y a des lieux de déchirement ou alors des nœuds de création de richesse. Et c'est ça, c'est ce qu'on essaye de faire pour nos adhérents. Donc les invariants du métier, j'en vois 3, rapidement. 1, il n'y a plus de prix. Il n'y a plus de prix. Alors c'est un peu provocateur par rapport au débat récent. Hein. Mais franchement, si je vous demande le prix de mon pot de yaourt Maminova que nous vendons à la sortie d'une des enseignes, tout à l'heure il y en avait une, nul ne sait et on vous dira c'est trop cher. Par contre, quand le TGV est en retard pour arriver ici, sur le pot de yaourt Maminova, avec la petite cuillère en plastique dessus pour arriver là, personne ne regarde le prix. Donc il n'y a plus de prix, c'est que le consentement à payer en fonction de la situation dans laquelle je suis. Premier sujet. Deuxième invariant, ce que je veux vous dire, attention de ne pas être embarqué par les technos nouvelles. L'alimentaire, on nous dit toujours, demain c'est le louable, l'usage, etc. L'alimentaire, la calorie n'est pas louable.
C'est-à-dire qu'on reste dans l'économie du réel. Quand Justine est en voyage de classe et qu'elle passe son sandwich à sa copine pour le goûter, quand elle reprend, s'il manque un bout, elle se rend compte qu'il en manque un bout. La calorie n'est pas durable. Troisième notion pour moi sur laquelle on bosse, c'est que la nutrition, ça a été dit tout à l'heure sur les antibiotiques, la nutrition, c'est une discipline scientifique. Dans le groupe, on dépose 3-4 brevets par an, chaque année, sur le thème de la protéine. On couple toujours maintenant un ingénieur avec un juriste derrière pour bien protéger l'incorporel de nos agriculteurs, parce que moi je suis le prolongement, avec mon équipe, je suis le prolongement de l'exploitation agricole. Donc la nutrition, c'est quelque chose de rationnel, c'est quelque chose de scientifique sur lequel on peut encore progresser et sur lequel il faut protéger nos actifs industriels. Donc c'est une vraie démarche juridique. Voilà. Et puis, quatrième et dernier sujet, ça a été dit aussi tout à l'heure, manger est un acte de plaisir. Voilà, donc il faut qu'il y ait de l'évocation dans nos produits. C'est pas que de la rationalité, et c'est ça qui fait le prix pour être difficilement remplaçable. Voilà comment on essaye de bosser. En fait, dans l'équipe, on essaye de bosser, encore une fois, entre prendre les tendances en avance, être leader sur les tendances, les accepter, aller les chercher dans d'autres filières, et en même temps télescoper ces tendances horizontales avec les invariants du métier. Et globalement, ça marche pas trop mal. Bon, le prix du lait, ça peut être mieux, mais Ouest France a dit qu'on était les meilleurs cet été. Et deuxièmement, pour le plus important, pour le deuxième corps social, pour les salariés, en dehors de nos croissances externes, on crée à peu près 120 emplois nets par an, et on sera plus de 6 000 à la fin de l'année. J'arrête. David Garbous, d'abord, est-ce que vous vous retrouvez dans la démarche qui est suivie par le groupe Even? Et vous, plus précisément, comment au sein du groupe Fleury-Michon, justement, vous vous différenciez dans ce monde ouvert? La façon dont l'introduction, dans l'intervention a démarré en disant ce que je veux faire, c'est surtout pas du low cost, on s'y retrouve effectivement totalement. Et je pense que si on était parti dans cette voie, Fleury-Michon n'existerait plus. On est une entreprise qui est familiale et indépendante. Ça, peu de gens le savent. On est la deuxième marque la plus achetée en France, mais effectivement, on a un capital qui est encore familial et indépendant. Et je pense que ça nous amène aussi à travailler sur des perspectives un peu plus long terme et sur se dire finalement qu'est-ce qu'on fait pour la génération d'après. Et effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a, pour nous c'est une formidable opportunité, mais il y a une espèce de divorce entre ce que les consommateurs perçoivent de ce que fait l'industrie agroalimentaire et leurs attentes profondes. Ils se rendent compte qu'effectivement, entre ce qu'on leur a dit à l'école, moi j'ai un fils de 8 ans qui apprend Martine à la ferme, il y a des cochons qui sont dehors et on leur caresse le ventre. Oui. Et ce qui se passe véritablement quand ils le découvrent à travers des émissions ou à travers un certain nombre de reportages, ils se disent mais comment j'ai pu confier à ces gens le soin de me nourrir? Mais justement, vous avez lancé une opération relation de confiance. Venez vérifier comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un décalage entre justement ce que les consommateurs trouvent chez vous et ce qu'ils imaginaient? Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on avait pris pour habitude, et moi je m'occupe du marketing, hein, donc c'est une autocritique, mais de raconter des belles histoires, hein, en disant, en montrant des champs, des consommateurs heureux dans leur cuisine, et tout va bien, et puis le surimi, il vient du fond des océans. Bon, moi je suis arrivé chez Fleury-Michon il y a 3 ans, il y a 15 jours après c'était la crise du cheval, et les consommateurs appelaient chez nous pour dire qu'est-ce que vous mettez dans vos lasagnes, bien sûr, mais la question d'après c'est qu'est-ce que vous mettez dans le surimi? Parce que c'est typiquement un produit que les gens adorent, mais qui n'a pas de référent culturel en France. Ça vient du Japon. Et quand il y a des doutes comme ça sur l'industrie agroalimentaire, ils s'interrogent à juste titre sur comment ces produits-là sont fabriqués. Ils sont convaincus qu'il y a des yeux de Bernard l'Ermite dedans, et il y a un peu compétition avec le nugget de poulet d'autres produits. Mais là, vous avez fait fort en marketing sur le surimi quand même. Mais on s'est dit que la meilleure façon de convaincre les gens de ce qu'on avait fait, d'abord on avait fait des choses, alors il faut quand même revenir là-dessus, hein, je pense que c'était aussi le sens de l'intervention précédente. À partir du moment où on a posé des actes, il faut commencer par ça, poser des actes, faire des choix stratégiques, et ensuite on peut les expliquer. On avait décidé d'enlever l'intégralité des conservateurs de la recette, on avait décidé de passer la ressource principale qui est effectivement le poisson et la chair de poisson, je précise que ce sont des filets et pas des yeux, dans un approvisionnement en Alaska avec de la pêche durable. Donc on avait fait tout ce travail, mais on ne l'avait pas raconté. Et plutôt que de faire une campagne de publicité, encore une fois, en disant tout va bien, on a dit aux gens, écoutez, on ne va pas vous raconter cette histoire, on va vous proposer de venir vérifier par vous-même
Et de votre supermarché jusqu'à la matière première principale, en passant par nos usines, on va vous proposer de remonter toute la chaîne de fabrication. Et effectivement, on a accueilli des consommateurs, des blogueurs, des journalistes sur l'intégralité de ce processus. C'est là où vous êtes allé loin. Hein, voilà. Et ça a porté, parce que les parts de marché en surimi. Et on était sur un marché qui était en décroissance et depuis plusieurs années. Et sur le mois d'avril, on commence la campagne. Le mois de mai, on fait 25% de croissance. Et sur l'ensemble de l'année 2014, on fait plus 12. Sur l'ensemble de l'année 2015, on fait plus 9. Donc, c'est là. C'est la démonstration sur un produit qui est compliqué, sur lequel il y a effectivement beaucoup de suspicions, qu'à partir du moment où on pose les sujets, on raconte les choses, on explique la façon dont on travaille, on rencontre confiance. une attente consommateur extrêmement forte. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ce divorce, il est latent. Et nous, les consommateurs, nous disent, nous, on a changé, mais vous, les distributeurs, les industriels, vous n'avez pas changé. Et ils cherchent effectivement, c'est pas possible, on a besoin de manger tous les jours, 3 fois par jour. Et ils cherchent véritablement des solutions sur lesquelles ils peuvent véritablement compter. Et pour ça, il faut raconter l'histoire autrement. Il faut donner des preuves. Et pour ceux qui le font, comme ça a été dit à droite, comme on le fait à notre modeste échelle, eh ben, il y a des autoroutes de croissance à prendre. Merci. Alors, Éric de Sigui-Passis, vous êtes Neovia, ex-Innivo. Alors, pareil, quelques chiffres juste pour reciter, 1,6 milliard. Votre job, on va faire court, surtout qu'on ne peut pas avec Neovia, nourrir les animaux. Sauf que nourrir les animaux, ça vous amène loin. Déjà, avec un très beau chiffre d'affaires, 1,6 milliard, 7700 personnes dans 28 pays. Et votre maison d'innovation, R&D, à Saint-Nolff. Donc tout va bien, tout est normal. Tout va bien, tout est normal. C'est-à-dire, votre question, j'imagine, c'est pourquoi à Saint-Nolff, oui, voilà. en étant déployé très largement à l'international, puisque aujourd'hui, plus de 75% de l'activité de Neovia se fait dans ces 28 pays. Et on continue à accélérer. Hein. C'est une des clés de notre stratégie et de notre réussite. Pourquoi à Saint-Nolff? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le cœur historique de l'entreprise Guillaumard, qui a été un des éléments qui a donné naissance à Invivo Nutrition et Santé Animale, qui est aujourd'hui, depuis le 1er juillet, Neovia. Également aussi parce que cet ancrage régional, il correspond aussi, et ça a été largement évoqué aujourd'hui, à une expertise française extrêmement forte en nutrition animale. Et cette expertise française... Que vous vendez à des grands clients à l'étranger, mais aussi à des petits producteurs de 4-5... Exactement. Nous, on fait le grand écart dans nos pays entre les très grandes fermes qui ont été évoquées ce matin, hein, aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Thaïlande. Il y a des fermes absolument géantes, déjà un niveau de technicité très élevé. Et on essaye de les faire progresser dans un certain nombre de domaines. Le remplacement des antibiotiques a été évoqué tout à l'heure, c'est un des sujets. Mais on essaye aussi, parce que c'est une grosse partie de nos clients, d'accompagner des tout petits producteurs. Et on en a de très nombreux. Et ceux-là, il faut les éduquer. Ils ont le même niveau de conseil que les grandes fermes? Ils ont un conseil qui est différent. Je ne sais pas si on peut parler de niveau, parce qu'on s'adresse à des attentes particulières. Et pour les servir, nous, et ouvrir de nouveaux marchés, il nous a semblé important de continuer dans notre voie d'innovation, hein, qui est dans l'ADN de l'entreprise. Elle s'est développée depuis les années 50 à travers l'innovation. Et donc on a ouvert ce centre au mois de juillet. Ce centre se veut un nouveau départ en termes d'innovation. C'est bien plus que des murs. On y a fait d'abord venir, on en parlait tout à l'heure, M. Couillot en parlait, de gens très différents. Hein, on a recruté chez nous et mis dans ce centre-là des gens qui viennent du digital, des gens qui viennent de l'électronique, des gens qui viennent du big data, des gens qui viennent du design thinking, hein, pour nous ouvrir et nous aider à penser, à concevoir autrement. Du disruptif, comme on dit actuellement. C'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'on est aussi convaincu que c'est en allant regarder ce que font d'autres qu'on peut combiner le savoir-faire français et aussi d'autres savoir-faire qui peuvent construire ces nouvelles opportunités. D'accord. Avant de poursuivre avec François Valli, je vous propose de faire une petite pause. Retour en Europe. Nous sommes allés voir Dacian Ciolos, donc l'ancien commissaire européen à l'agriculture, qui notamment insiste. L'Europe est aujourd'hui le premier exportateur mondial de produits agricoles transformés. L'importance de la qualité.
Qu'est-ce qui a manqué dans cette crise? Est-ce que ce sont les instruments de gestion des marchés ou est-ce que c'est la volonté politique pour y faire face? On n'a pas les instruments qu'il faut du fait de l'absence d'une volonté politique. Quand j'étais commissaire européenne, la Commission a proposé quelques mesures suite à la crise laitière des années 2008-2009. Je l'ai dit à l'époque que ces instruments ne seront pas suffisants, nécessaires mais pas suffisants, de concentrer l'offre et de stimuler les producteurs à s'organiser. Les ministres n'ont pas voulu à l'époque discuter et prendre ces décisions. Bon, voilà, il y a des crises qui arrivent systématiquement. On a créé cet observatoire du prix. Ça, c'est une étape, mais à mon avis, on devrait aller un peu au-delà de ça. Qu'attendez-vous de la prochaine politique agricole commune? Oui, il me semble que à côté de l'instrument qui est la politique de développement rural, qui doit être un instrument qui contribue à l'investissement, la modernisation de l'agriculture, à l'orientation vers une agriculture durable, une agriculture qui intègre la problématique de l'emploi au milieu rural, mais qui intègre aussi la bonne gestion des ressources naturelles avec une approche économique, non seulement écologique. À côté de ça, on a besoin des instruments pour soutenir et rééquilibrer les revenus des agriculteurs, mais de fait, ce rééquilibrage des revenus des agriculteurs de manière dynamique, en prenant en compte le marché et en donnant la perspective sur le moyen terme, une perspective pluriannuelle de revenus agricoles pour encourager les agriculteurs à investir. Est-ce qu'on peut laisser l'élevage et l'agriculture, de manière générale, seuls face aux marchés mondiaux? À mon avis, l'histoire nous a montré, et non seulement en Europe, mais ailleurs dans le monde, que si on veut avoir une agriculture non seulement qui produit de l'alimentation, mais une agriculture qui maintient les territoires et surtout qui gère de manière durable les ressources naturelles, qui crée et qui maintient l'emploi en milieu rural, et l'Europe a besoin de ces trois éléments. Si on a besoin de ça, on a clairement besoin des instruments de gestion, mais encore qui doivent être moins coûteuses et donc moins rigide. Comment renforcer la place des agriculteurs justement sur la chaîne alimentaire? Clairement, assurer plus de transparence sur la chaîne alimentaire. Quand quelqu'un me dit la transparence est dangereuse pour la concurrence, ça, je ne crois pas. Si on laisse juste le marché aveugle, disons, gérer les choses, la valeur ajoutée se concentre toujours au bout de la chaîne alimentaire, il est important qu'on puisse assurer une bonne répartition de cette valeur ajoutée. Sinon, à un moment donné, on n'aura plus d'agriculture. Si on ne peut pas se faire que de manière industrielle, économique, cette intégration doit se faire notamment au niveau réglementaire, et on doit avoir surtout la transparence pour permettre aussi aux agriculteurs de prendre la part du lion dans ce processus. La France a demandé à la Commission la suspension des négociations commerciales avec les États-Unis. Et vous ? Les négociations avec les États-Unis, moi je crois que c'est important de les continuer. Ces négociations ne sont pas qu'une affaire des Américains et des Européens. On voit que les négociations multilatérales à l'OMC n'avancent pas. On a besoin de transparence et des règles au niveau international dans le commerce. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les éleveurs européens ? Et ces risques, si on négocie bien, ces risques peuvent être dépassés, je pense. Il y a effectivement une pression sur le secteur de l'élevage, mais il me semble qu'on peut trouver des solutions. Moi, je n'ai jamais soutenu l'ouverture totale du marché ou mettre sur la table des quotas d'accès sur le marché européen qui dépassent la capacité d'absorption du marché européen. Mais d'un autre côté, l'Europe a aussi l'intérêt d'exporter des produits laitiers, par exemple, à l'intérêt d'exporter des produits avec valeur ajoutée, justement des dénominations d'origine, d'indications géographiques. Un accord avec les États-Unis sur les indications géographiques, des dénominations d'origine, ça veut dire aussi une consolidation de ces systèmes de mise en valeur de la qualité européenne au niveau international, non seulement sur le marché européen. Donc il y a plusieurs éléments qu'on doit prendre en compte. On doit bien négocier, mais arrêter les négociations, je ne sais pas si on va gagner plus avec ça sur le long terme.
on ne peut pas mettre sur le même plan les négociations avec les États-Unis et les négociations avec les pays du Mercosur. Pourquoi ? Parce que, du point de vue agricole, la pression d'un marché comme Mercosur est beaucoup plus grande que la pression des États-Unis sur le marché européen et sur le système d'élevage européen notamment. À mon avis, il est difficile sur le moyen terme d'avoir à la fois un accord avec les États-Unis et un accord avec Mercosur du point de vue de l'agriculture européenne. La place des producteurs dans ce monde ouvert, comment est-ce que les producteurs peuvent innover, peuvent se différencier, quelle va être leur place justement sur la chaîne alimentaire et leur lien avec les industriels et les consommateurs? François Valli, vous êtes producteur de porc donc, dans le Morbihan. Bonjour. Et vous travaillez aussi dans un groupe sur Manger français. Tout à fait. Donc c'est vrai que je comprends bien qu'il faut toujours innover. Les entreprises ont toujours besoin d'innover pour se démarquer et pour, au niveau de nos produits, nous toujours les mettre en avant et pour que nos produits soient bien en avant. Par contre, si je peux me permettre, c'est que nous, les producteurs et les agriculteurs en général, on n'est pas contre ça. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier le producteur et qu'il y a des retours aux producteurs. Parce que souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'on innove, on fait des choses et le paysan, malheureusement, on est toujours dans le système concurrentiel et on nous dit oui, mais voilà. Donc ça fait des années qu'on fait des efforts. Un autre petit point aussi, juste sur tout à l'heure qu'on a parlé du low cost. Je veux juste remettre quand même ce mot low cost, c'est quoi? Et même que c'est le low cost, c'est de qualité. Tout le monde ne pourra pas se payer du bio, tout le monde ne pourra pas se payer du label. Je pense qu'à un moment donné, si nous en France, on arrête de le faire, ce qu'on peut faire, il viendra d'ailleurs. On le voit aujourd'hui, on a besoin d'exporter en France, on a besoin pour l'équilibre des pièces. Il nous manque du jambon, ça on le sait. Il y a d'autres pièces, le gras, on l'exporte. Donc de fermer les frontières, c'est pas possible. On exporte 30%, on importe 30%. On le voit aujourd'hui avec la Chine, si les cours vont bien. Donc c'est au niveau de l'Europe, c'est l'équivalent de la production française qui part tous les jours. Après, derrière, pour revenir à vos questions, c'est-à-dire que nous, c'est pas en tant que producteur, je ne vais pas dire que c'est pas notre travail, c'est notre travail, mais c'est des choses aussi qu'on délègue, qu'on a déléguées à nos coopératives, dont le groupe Evin ici, ou d'autres. Nous, producteurs, on nous demande de produire, si je prends le porc, de tel poids, la volaille de tel poids, on le fait. Si demain il faut évoluer, on le fera. Et on est capable d'évoluer, il faut nous le dire, et les producteurs se remettront en question à chaque fois, je pense. On l'a déjà fait, et on est prêt à le refaire demain. Avec la crise porcine, justement, est-ce qu'il n'y a pas... On a vu, la Bretagne a su relever le défi de la production, d'une production de qualité, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit défaut, parce que on parle des importations de jambon espagnol, et on cherche les signes de qualité en porc en Bretagne. Le jambon espagnol, il est bon, mais il ne vient pas en France pour sa qualité, il vient en France pour son dégagement. Ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'en France, on est les premiers consommateurs de jambon cru. On connaît le jambon, le Serrano en Espagne, c'est du jambon blanc. Il y a le Libérique, bien sûr, mais là, sur les 45 millions que les Espagnols abattent, c'est 1 million. Donc ça, tout le monde ne peut pas se payer ça. Donc de dire que les Espagnols font de la qualité, oui, pas plus que nous. Nous, en France, on a des normes européennes. On n'est pas en normes françaises, en normes espagnoles. Après, on sait qu'il y a différents points au-delà de la production, mais sur la production proprement dite, non. Par contre, on se bat, nous, justement, sur le groupe Manger français et sur l'origine. C'est un combat qu'on a porté au niveau syndical depuis pratiquement 10 ans sur cette origine. Et je remercie le ministre de l'avoir porté et de le mettre en place. On ne le remercie pas souvent, donc on peut le faire pour une fois. Et donc, pour nous, c'est important, parce qu'avec tous les emplois derrière, et même nos outils nous disent, qu'on voit que l'Allemagne a baissé ses importations en France de 20%. Quand on discute avec les abattoirs aujourd'hui, sur les 6 premiers mois de l'année, sur le porc, les abattoirs nous disent oui, c'est grâce au travail qui a été fait sur l'origine, mais c'est pas fini. Mais quand même, vous travaillez dans un groupe Manger français. Est-ce qu'il n'y a pas inventé aussi une différenciation pour... Est-ce que l'étiquetage, par exemple, sera seul suffisant ? Non, je ne pense pas, ce ne sera pas seul suffisant, mais on le voit donc, dans le groupe Manger français, il y a différentes parties. Il y a 60-65% qui est consommé par la grande surface. Donc ça, le travail, il est fait, on le voit aujourd'hui, donc pratiquement tous les anciennes avec la MDD et autres. Et en frais, c'est 99% du français. Derrière, il y a la restauration collective, il y a la restauration commerciale. Et là, tout à l'heure, on en a parlé. Aujourd'hui, et jusque-là, nos politiques se cachaient derrière le code des marchés publics, excusez-moi messieurs, et on le voit qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on a rencontrées, c'est les gens des hôpitaux, différentes personnes. Il y a 1 an, c'était pas possible. On le voit aujourd'hui, c'est possible.
On le voit par les marques. Les marques, on a été voir, que je n'ai pas cité ici, de grands jambonniers français, mais autres que Fleury-Michon qui est là, il y a quelques années, ils nous disaient non, on ne peut pas, la France, le jambon est trop cher. On voit qu'aujourd'hui, ils arrivent à le faire. Et dans des saucissons et dans plein de marques. Donc ça suffira peut-être pas, mais nous, on se bat avec les armes qu'on a. On a des armes, on n'est pas à égalité sur le social, sur plein de choses avec les autres pays européens. On ne demande pas de faire moins de social en France, mais on se bat avec les armes qu'on a aujourd'hui. Et les armes qu'on a aujourd'hui, c'est l'origine. Et bien sûr, il faudra aussi développer toutes les niches et des niches demain qui viendront peut-être plus grandes aussi. Merci. Kjartan Poulsen, vous venez du Danemark, vous êtes producteur de lait avec 2 autres associés, 920 vaches. Comment est-ce que les producteurs de lait danois essaient de se différencier? Alors, est-ce que ça passe par le travail conduit avec les coopératives? Est-ce que c'est aux coopératives de se différencier? Ou est-ce qu'il y a un travail aussi à conduire de différenciation du côté des producteurs? Yes, thank you for having me here. Denmark consists of almost only co-op dairies, and the largest is Arla, collects around 95% of all milk produced in Denmark. So they collect a little bit more than 5 billion of the total production of 5.5. Yes, branding is of course essential to get a high price, and we can see that Arla has around 5 to 6 euro cent higher price to the farmers compared to dairies in Europe that only make powder. But at the same time, being a producer in Denmark, we have very high costs of dairy or the cost from environmental schemes and things like that. So even though we get a higher price, that's not enough. And it's very hard to see the comparison that you get a higher price delivering your milk to a co-op than to a private dairy in the rest of Europe. Alors, est-ce que la différenciation peut être aussi environnementale, comme il était dit précédemment? Par exemple, vous êtes producteur bio. Vous disiez que vous aviez plus facilement passé la crise. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, par exemple, sur lesquels vous pourriez vous différencier, sur le bien-être animal, sur... Yes, organic production is quite large in Denmark. It's 10-11% of the total production. So I think it's the highest amount in the world of land production of milk. And it has been very good for the last year. We have had a raise of price instead of a drop of price. But if you go back 3 years, we were in almost the same crisis as the other producers. So yes, it's important, but that really comes back to what makes the difference. The difference is made by demand and production. And at the moment, we have a too high production of milk all over Europe. And that's what presses the price down. That's the opposite on the organic milk. It has had a very high demand, and the production couldn't follow it, so the price went up. And this is the main reason of the drop of price. Branding and everything else can put just a little paper on your wound, but it won't heal it. Éric de Séguin-Pazis, parce que ce qui est intéressant avec Neovia, ex InVivo NSA, c'est que vous êtes présent dans 28 pays. Est-ce qu'on va vers des marchés de plus en plus segmentés, de plus en plus différenciés? Est-ce que vous diriez ça à partir de votre poste d'observation aujourd'hui? Et quelles sont les grandes attentes que vous voyez se dessiner? Ce que nous, on peut dire depuis notre position, c'est qu'on garde à la fois des très grandes spécificités des marchés locaux qu'on aborde, et c'est normal. Hein, l'agroalimentaire se développe dans des contextes à chaque fois spécifiques. Nos fermiers au Vietnam n'ont pas grand-chose à voir avec ceux qui sont aux États-Unis. Dans le même temps, il y a des tendances de fond. Il y a des tendances de fond qu'on a évoquées aujourd'hui sur la meilleure connaissance que demandent les consommateurs
en termes d'information sur la qualité, en termes d'information sur la santé. Il y a des tendances de fond, ça a été évoqué, et nous on travaille beaucoup dessus autour du digital, autour du numérique. Et ça, c'est une tendance qui traverse tous les marchés. Vous seriez stupéfait de l'équipement smartphone de tous nos fermiers vietnamiens, indiens, sud-américains. Ils sont certainement mieux équipés que nous en termes de technologie. Donc ils ont fait des ruptures. Donc il y a des tendances transverses. Et puis il y a évidemment, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier très ancré dans la terre, des contextes locaux qui, eux, vont perdurer. Merci messieurs, on va passer aux questions sans attendre. Je vous brusque un peu, mais Monsieur Barnier a des contraintes de temps et nous sommes donc pressés par le temps. Alors, direction l'amphi des étudiants, 13 étudiants, on les voyait tout à l'heure, qui écoutaient sagement. Alors, qui va poser sa question? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'image de l'amphi, s'il vous plaît? Bonjour. Mehdi Favreau de Bretagne Conseil, la junior entreprise. Les récentes crises du secteur porcin en Chine ont permis à l'élevage français de relancer ses exportations et d'atteindre donc ce gigantesque marché. Donc si la consommation de protéines par habitant a chuté ces dernières années en Europe, c'est plutôt l'effet inverse en Asie. Cependant, cette bulle n'est que passagère et la Chine a raison d'espérer pouvoir répondre à nouveau à ses besoins en matière de viande porcine, peut-être même à l'horizon 2017. Et donc dans ce contexte, ma question est dans quelle mesure ce risque d'éclatement est-il pris en compte actuellement et quelles solutions sont étudiées, solutions potentiellement innovantes, par les acteurs de la filière porcine pour lui permettre de rester présent sur ce marché? Merci. Merci pour cette question très précise. Qui veut répondre? Je peux en répondre Monsieur Valli. La première partie, pas la deuxième. C'est la première partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe est au chevet de la Chine. Donc, il y a 6 mois, personne n'aurait dit ça. Il y a 1 an, on était en pleine crise et personne ne pouvait le dire. C'est arrivé. Théoriquement, le marché chinois se referme après leur nouvel an chinois qui arrive au mois de février. Là, cette année, c'est pas refermé, ça continue. La demande jusqu'à quand? Je pense que même en demandant des spécialistes aujourd'hui, pas beaucoup s'avancent sur quand ça va s'arrêter. Et la deuxième question, quand ça va s'arrêter, comment allons-nous faire? Là, je pense que pour l'instant, je n'ai pas la réponse non plus, sachant en plus qu'aujourd'hui, on a la Russie, qui devrait peut-être se rouvrir, mais qui ne va pas se rouvrir. On ne peut pas le savoir non plus aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, que fait-on avec la consommation en plus qui baisse en Europe et surtout en France, moins 4% de consommation charcuterie et viande. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comment allons-nous retomber sur nos pieds si la Chine ferme et quand la Chine fermera? Moi, je peux pas, j'en sais pas plus. Merci. Complément. Question dans la salle. On va allumer les lumières. Est-ce qu'il y a des questions? On a chaud. Oui, la chaleur, je pense que commence à... Et le timing. Bien, plus de questions. Patrice, peut-être un mot de conclusion sur ces interventions. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la position française, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un monde agricole qui, moi j'ai l'impression, reste très centré sur la production et la qualité de la production, y compris la qualité sanitaire, et que la question de l'innovation était un peu l'angle mort finalement du monde de l'élevage. Et là, autour de cette table, on voit que sur des marchés ouverts, c'est bien la capacité à innover et à répondre à des marchés segmentés, avec les fameux invariants qui étaient évoqués tout à l'heure, notamment autour de la qualité, autour de... Donc, moi, j'ai le sentiment, c'est peut-être comme mot de conclusion, qu'il y a un vrai travail collectif à conduire, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement d'un côté la production, de l'autre côté les industriels, mais c'est vraiment ce dialogue à conduire, parce qu'on sent aussi un consommateur qui est en attente de sens. Et les producteurs portent ce sens, mais ensuite, c'est la capacité à segmenter aussi, à répondre aux attentes du consommateur. Oui, puis certainement à innover autrement. On a réinventé notre façon d'innover et le faire il faut qu'on s'ouvre sur le monde, qu'on fasse de l'open innovation, même si c'est un mot à la mode aujourd'hui. Ça doit aussi devenir une réalité de s'ouvrir sur les universités, les étudiants qui veulent développer des projets, les startups, d'autres types de relations de partenariat. Je crois que ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il ne faut pas vouloir tout faire tout seul.
c'est en s'associant à d'autres que certainement on trouvera de nouvelles voies de succès. Merci. Monsieur de Seguin-Passis, Christian Couillot, David Garbus, François Valli et Kjartan Poulsen. Merci, je vous invite à rejoindre vos places. Vous pouvez les applaudir. Exercice.